votre journée d'Agile en scène se passe bien? Oui, c'est bien ça. Alors on va commencer doucement le temps que d'autres personnes nous rejoignent. Peut-on, selon vous, déployer les pratiques agiles dans toutes les équipes? Ah, il y en a qui ont testé. Et apparemment, ça a l'air de bien se passer. Comment gérer une transformation dans une organisation de plus de 4000 personnes dans le monde? Il y en a qui ont testé aussi, ça? Pourquoi chercher à transformer ce qui donne l'impression de fonctionner? On passe souvent devant des façades d'immeubles comme celle-ci, sans trop savoir ce qui se passe à l'intérieur, comment les gens y vivent, quelles sont les interactions humaines. Pour cela, je vous souhaite la bienvenue dans notre maison, la direction des infrastructures IT de la Société Générale. Je suis Emmanuel Dumont, responsable de la transformation agile et product owner du centre agile qui pilote la transformation de cette maison. Nous vous présenterons aujourd'hui un ensemble de retours d'expérience basés sur du vécu avec mes collègues ici présents qui ont effectivement commencé et continuent de travailler avec nos équipes. Mais commençons par un minimum de contexte. On peut voir la Société Générale comme une grande maison qui sert 31 millions de clients dans le monde et qui repose sur 3 pôles complémentaires. Tout d'abord, la banque de détail en France, que je pense vous connaissez au travers de nos agences et de la banque en ligne. Mais aussi la banque hors de France et les services financiers, comme les métiers d'assurance, les financements d'équipements. Et enfin, la banque pour les grandes entreprises, pour les instituts financiers et pour tout ce qui est service public, au travers des activités de marché. C'est très diversifié. Nous sommes 149 000 collaborateurs répartis sur 67 pays. Et nous défendons des valeurs qui viennent du monde de l'Ovalie. Attention, la Coupe du monde de rugby, c'est à la fin de la semaine. Responsabilité, engagement sont aussi des valeurs que l'on va retrouver effectivement dans l'agilité. Ça tombe bien. La Société Générale, c'est aussi très digital, très orienté vers le futur. Plus de 20% de nos investissements sont effectivement à la destination des équipes IT. 23 500 collaborateurs répartis en 7 DSI. Des DSI pour les métiers que j'ai cités, mais aussi des centres de services partagés. D'ailleurs, la Société Générale a remporté le trophée CAC 40 en 2018, qui récompense les grandes entreprises françaises qui ont réussi leur transformation numérique. Mais cette grande maison, finalement, quand on la cible au niveau de l'infrastructure IT, c'est 4000 collaborateurs répartis dans le monde, eux aussi, et c'est là que nous opérons. Et quand on parle d'infrastructure IT, c'est l'ensemble des activités qui couvrent le design, le build et le run de nos data centers jusqu'à l'environnement de travail de nos collaborateurs. C'est très opérationnel sur du hardware et du middleware. Oh là là, pas très propice à l'agile tout ça? Non? Ah oui, mais avec l'avènement du cloud, là, on commence à se dire qu'effectivement, on parle de plus en plus d'infrastructures as a service, c'est-à-dire que nos équipes sont en charge d'automatiser et de développer les API qui remplacent effectivement les services qui, jusqu'à maintenant, étaient traités de manière manuelle, selon des process souvent utiles, mais manuels et très longs. Or, là, on est effectivement dans une approche qui, effectivement, nous apporte de plus en plus de valeur métier dans un délai très court, si on le fait en agile. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'agilité, effectivement, même dans une DSI d'infrastructure IT. Et quand on dit apporter la plus grande valeur métier dans un délai le plus court, c'est un peu buzzword cette histoire. Ça veut dire quoi concrètement? Vous voulez du concret? C'est 6 feature teams par exemple qui se sont organisés en septembre 2018 pour monter un portail qui couvre l'ensemble des fonctions de support pour l'ensemble de l'environnement de travail de nos collaborateurs. Quand ils ont décidé de faire ça, leur plateforme était à disposition dans les 2 mois qui suivaient. Un autre exemple, c'est la mise en place effectivement d'un cloud privé où on a commencé avec 10 feature teams
Aujourd'hui, elles sont 25, dont certaines qui sont à l'international, et qui contribuent effectivement à construire l'ensemble des services. On parle de 30 API aujourd'hui, 300 opérations disponibles sur étagère pour l'ensemble de nos services métiers. C'est ça, en fait, apporter de la plus grande valeur métier à notre niveau. C'est faire en sorte que ça aille très vite. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer maintenant sur du concret. Comment ça se passe? Comment on accompagne effectivement nos équipes? Et je vais donc laisser Guillaume Duterrarisme, coach dans notre centre agile, qui intervient auprès de nos équipes à Orléans et qui sont en charge des infrastructures pour le métier d'assurance. Guillaume. Merci Emmanuel. Alors là, j'ai une gageure, c'est de vous raconter une histoire qui s'étend sur 15 mois en 9 minutes. Et en fin de compte, cette histoire, elle n'est rendue possible que par l'établissement d'un lien de confiance. On parle d'une alliance en coaching. Et l'alliance qui se fait entre le coach et le coaché, là, il faut la reproduire, non seulement avec les équipes qui sont en place, mais aussi avec les commanditaires. Donc, il y a un merci que je voudrais donner sur la question de la confiance, sur comment est-ce qu'on nous laisse, nous, coachs, venir opérer sur des environnements où il y a beaucoup de monde et beaucoup de monde qui se sont construits en silo. Donc, quel est l'environnement? L'environnement, on est dans de l'infrastructure d'un métier d'assurance, qui a grossi très vite du fait des rachats, des fusions. Et qu'est-ce qu'on fait quand on grossit? Eh ben, quand on grossit, on se structure, on pose des règles et des normes, surtout dans des métiers qui sont très normés. De ces règles-là, peuvent naître des complications de relations et de dialogue avec le métier, où le métier en demande de plus en plus et où le métier est de plus en plus revendicateur et dit mais comment est-ce que ça se fait que ça ne marche pas et que vous ne me livrez pas alors que je vous en demande de plus en plus. Et de ça naît une construction où finalement on se met à construire un manque d'estime de soi. Et ça, c'est la situation que je rencontre quand, avec un collègue, on vient donner une sensibilisation à l'agile pendant quelques jours. Avec des gens qui me disent « c'est sympa ton truc, mais chez nous, on ne peut pas, et chez nous, ça ne sera jamais possible de le faire. Parce qu'on ne nous laissera pas le temps, parce qu'on ne laissera pas l'initiative. » Parce que de toute façon, le dialogue avec le client interne, il est tellement mauvais que ça ne sera pas possible de le faire. Alors face à cette situation, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on va peut-être essayer quelque chose. L'essai, ça va être de se faire attribuer d'abord un lieu. Oui, c'est simple, mais une grande salle avec 8 postes de travail. Et dans cette grande salle, on va faire intervenir 2 équipes, je ne sais pas pour rentrer dans le détail, mais 2 équipes 2 jours par semaine, qui, le reste du temps, vivent leur vie classique. Et là, pendant 2 jours par semaine, une période assez longue, on a pris 3 mois comme période, vont venir expérimenter une nouvelle façon de travailler ensemble. Nouvelle façon de travailler ensemble, bon, on est agile en scène, vous voyez de quoi je parle, hein, c'est de l'auto-organisation, c'est de la pluridisciplinarité. On résout des problèmes ensemble en se disant, finalement, je n'ai pas besoin de faire une requête, je peux tout simplement demander à la personne qui est à côté de moi, et ensemble, on va résoudre le problème, on va construire l'outil dont on a besoin. Des choses qui nous paraissent et qui peuvent vous paraître extrêmement simples, mais qui sont à des années-lumière de ce que ce collectif a construit comme modalité de fonctionnement. Cet espace de test and learn, il dure 3 mois, il crée de la frustration auprès des équipes qui n'y participent pas. C'est un petit peu voulu, là c'est le côté un peu filou du coaching, c'est toi tu n'y es pas, en fait quand tu aimerais bien y être. Oui, mais j'aimerais bien y être, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment du travail qu'ils font les autres? Parce qu'il y a un à l'intérieur du dispositif de test et un à l'extérieur du dispositif de test.
les équipes qui sont dans le dispositif de test, elles vivent une respiration. Ah oui, on peut se parler pendant le travail, on peut co-construire, on peut quelque part un petit peu s'amuser. Bon, c'est pas un club de vacances non plus, mais ça donne l'idée de relations apaisées et qu'on peut vivre ensemble. On travaille dans la bonne humeur. Et on construit des choses. On construit des solutions qu'habituellement, on n'arrivait pas à construire. On sort des produits techniques, des solutions techniques qui viennent améliorer la vie quotidienne, non seulement des équipes, mais de l'ensemble de l'organisation. Et on le fait avec efficacité. Bonne humeur, auto-organisation, c'est compatible avec l'efficacité, voire ça y concourt. Le résultat, il est remarqué et il est envié et il est aussi remarqué par le client, donc la DSI, qui dit « mais nous aussi, on cherche à s'organiser d'une autre façon et on cherche à vivre une vie professionnelle qui ne soit pas c'est quoi, c'est Sisyphe, hein, c'est ça, quand on a la pierre qu'on monte en haut et puis elle retombe de l'autre côté. On aimerait vivre quelque chose de différent. Et là, on voit bien que vous vivez quelque chose de différent. De ça crée un appel d'air et cet appel d'air nous permet de rentrer début 2019 dans un schéma de transformation dans lequel on va associer l'ensemble des collaborateurs internes et externes. Ce qui veut dire qu'on va demander aussi aux externes, alors c'est des externes comme vous les connaissez dans les milieux bancaires, hein, c'est des gens qui sont là pendant 2 ans, 3 ans, ils font partie des murs de la maison, et puis en plus on est à Orléans, voilà, c'est une petite ville, tout le monde se connaît, on est dans les associations sportives ensemble, oui, il y a aussi ce collectif-là. Et à tous, on va poser la question, mais comment est-ce que vous voulez vous organiser demain? On fait une démarche appréciative, donc une démarche appréciative pour construire ce avec quoi on a envie d'aller demain, quelles sont les belles choses qu'on fait aujourd'hui et qu'on a envie de conserver dans la transformation. Et ensuite, on passe par une phase assez longue, mais bon, on a aussi les organisations sociales à mettre dans la boucle, de co-construction de la nouvelle organisation où on prend les silos, on les dynamite pas, parce que la figure n'est pas très très belle de dynamiter les silos, mais on va les couper en tout cas, et on va répartir les gens des silos dans des équipes métiers. Et quand il faut y aller, donc il y a un moment, hop, on se jette à l'eau. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, voilà, c'est un effet plat de spaghetti où on voit où l'agilité n'est pas là pour résoudre des problèmes, mais elle est là pour les montrer. Et ce qu'on montre, en fin de compte, c'est que les flots de valeur, ils sont pas nets, ils sont pas clairs. Et que donc, il va falloir travailler dessus. Que le fait de beaucoup travailler, de beaucoup recommencer, de faire effort, c'est pas forcément créer de la valeur, c'est créer du travail. J'ai une toute petite anecdote. Il y a quelqu'un qui me dit « Non, mais vous comprenez, moi, mon travail, il s'arrête à 16h. » Donc, c'est un externe. Hein, et il me dit « Mais ça fait 2 ans et demi, mais je viens jusqu'à 18h, en fin de compte, pour finir. » Bon, il est en erreur décalée hein, avec les astreintes. Et il dit « Moi, tous les jours, je viens, j'en fais un peu plus, de façon à pouvoir y arriver. » Ouais, ça s'appelle de la suradaptation. Et à la fin, ce genre de choses, ça crée des tensions, voire un petit peu de casse. Et pour ça, pour apprendre à réguler le travail, il faut apprendre à dire non, à en faire toujours plus. Pour dire oui, à faire le plus urgent, le plus vite possible. Cet apprentissage, en conclusion, est-ce que cet apprentissage aujourd'hui, il est acquis? Non. Sur 8 équipes, je dirais qu'il y a 4 équipes qui commencent à vivre dans une certaine sérénité cette transformation. Et puis il y en a 4 pour lesquels c'est beaucoup plus difficile, voire très difficile. Mais ça fait partie du mécanisme de la transformation, qui n'est pas d'arriver et de caler une nouvelle organisation qui va résoudre tous les problèmes, mais de rendre les équipes en auto-organisation capables d'affronter leur problème principal, qui est la relation avec le client. Je vais passer la parole à ma collègue sur la question des frameworks et de comment est-ce qu'on fait pour adapter les frameworks aux différentes équipes.
Merci Guillaume. Donc, à mon étage de la maison, on se retrouve à un étage avec des colocataires, chacun avec des personnalités différentes. Donc, bonjour à tous, moi je suis Marion Leclerc, je suis coach agile à la Société Générale, coach depuis 2 ans et demi, et l'idée aujourd'hui c'est de vous partager mes propres apprentissages sur la base de mes expériences. Le premier exemple que je voudrais vous partager, c'est une équipe qui est en charge de déployer la téléphonie Skype au sein de la Société Générale pour les collaborateurs Société Générale. C'est une équipe jeune, motivée, engagée. Leur activité, pour ceux qui sont déjà par rapport à coach, qui peuvent préconiser des frameworks, sont plutôt sur une activité éligible à du Kanban. Ils ont des dates de migration récurrentes. Ils font beaucoup de support et un petit peu d'évolution produit, mais un produit éditeur. Un coach arrive, ce n'était pas moi, mais l'objectif n'est pas de taper sur le coach, mais bien de partager l'expérience, propose du Kanban. La réalité du quotidien, l'équipe ne veut pas. Et premier atelier, seul le PO, le Kanban Master sont présents. Pour faire l'atelier, les autres restent à leur poste. Refus de délit, refus de cérémonie. Les seuls artefacts mis en place, c'est quand même une rétrospective très utile pour critiquer l'agile et le coach, et également un backlog dans Jira de la part du PO. Donc, face à ça, ce qu'on comprend finalement, c'est que tu as une équipe qui avait été traumatisée par des vagues antérieures de lean management. Ils ne veulent plus entendre parler d'un coach ou d'un consultant qui viendrait leur donner des explications. On est vraiment en phase de transfert. Donc, on décide avec le manager d'arrêter l'expérimentation, plutôt le coaching, et de quand même garder l'état d'esprit agile, de faire des petits pas. Et donc, on me demande, en tant que coach interne, de voir l'équipe 1 heure par semaine, voilà, chaque semaine. Là, ça a été très compliqué pour moi. Ils faisaient déjà des rétrospectives. J'avais qu'une seule heure. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur proposer? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme atelier? Surtout s'ils font tous la gueule devant moi. Bon, bref. La seule chose que j'ai trouvée, ça a été de lâcher prise. En disant, bon, ok, je ne sais pas quoi leur dire, je ne vais rien leur dire. Je leur ai juste demandé, avez-vous des questions? Et là, ce qui est intéressant, la perception. J'étais juste là, pas pour les coacher, pour les aider. J'étais interne. Donc finalement, à moi, ils pouvaient m'en poser des questions. Et pendant 1 heure, j'ai eu le droit à toutes les questions sur qu'est-ce que c'est que du Scrum, pourquoi on fait des sprint planning, mais pourquoi faire des daily, et c'est quoi le poker planning. Ça n'a pas arrêté. À la fin de l'heure, j'étais surtout très fatiguée, c'est ce que je retiendrai. Mais finalement, ils avaient mis en place les dates de leur cérémonie. Les daily étaient déjà en place. Ils ont mis en place les daily, les sprint planning, identifié un POC avec 3 épiques et sont partis directement faire du Scrum. Ma démarche de coach a simplement été de les observer, leur faire des feedbacks et les suivre. Sur cette expérience, aujourd'hui, ils sont promoteurs de l'agilité au sein du département, eux qui ne se déplaçaient pas au début lors des premiers meetings. Attends, excuse-moi, je bois un petit peu d'eau. C'est le stress de l'oral. Donc, ils sont désormais promoteurs. Mais ce que je retiens sur voilà, le Kanban, c'était le framework qu'il leur fallait. Pas sur toutes les grilles que j'ai pu apprendre, tous les cours auxquels j'ai pu participer, il fallait leur faire du Kanban. Et finalement, le seul framework que l'équipe a accepté aujourd'hui, c'était de se dire c'est celui qui leur correspond le plus, quelque chose de moderne et de fun. Le deuxième exemple que je voudrais vous partager avec vous, c'est une équipe toujours téléphonie, c'est mon truc la téléphonie dans la vie, qui est la téléphonie corporate, vraiment le type technologie Cisco. Et là, c'est vraiment un exemple inverse. Moi, je connais mes slides, je peux continuer. Ah, ça, c'est pas moi. L'exemple inverse, pourquoi? Ça va revenir. Ça va revenir, on va... Pourquoi un exemple inverse? Là, on est arrivé, vraiment le terrain était propice. On avait déjà un PM, des PO, un premier backlog dans Jira, ils étaient au taquet, ils voulaient mettre en place du Scrum. Avec du recul, peut-être que c'était plutôt le management qui voulait faire du Scrum pour plus d'engagement toujours de ses équipes, mais ça, au début, on ne le sait pas forcément. Et donc, on transformait tout un service donc, de coach pour 4 équipes, et c'est parti pour 3 mois de coaching. Le coach arrive à mettre l'ensemble des artefacts agiles, comme on peut avoir dans le Scrum Guide, voilà, l'ensemble des cérémonies, un backlog dans Jira, priorisé. Tout sauf des Scrum Masters. Ils n'ont pas réussi à faire comprendre pour l'utilité d'un Scrum Master. Et là, déjà, on identifie un indicateur de non-transformation du mindset de l'équipe. Et également, ce qui n'a pas basculé pendant ces 3 mois de coaching, c'était aussi l'état d'esprit des managers qui devaient s'adapter à des nouvelles équipes de plus en plus autonomes et responsables qui prenaient de plus en plus la parole. J'arrive au bout de 3 mois. Chez nous, à la Société Générale, les coachings sont plutôt sur 3 mois. Et quand on transforme tout un service ou quand on a des changements de rôle en fin de coaching, on fait ce qu'on appelle une période d'ancrage, souvent réalisée par les coachs internes. Donc, on m'appelle à nouveau. Je viens participer à une rétrospective pour commencer à me présenter à l'équipe et prendre le relais. Et là, effet blocus.
à nouveau. C'est-à-dire qu'on se retrouve devant une petite équipe qui devient contre le management, contre l'agilité, contre moi, contre le coach présent, contre même la moindre petite proposition ou discussion, parce que ça va encore leur faire perdre du temps, et quitte à galérer, autant rester dans la situation où ils sont. Donc ils ne veulent pas changer. La même dynamique se déploie sur les 4 équipes différentes de téléphonie, et on identifie quand même un PO, Kanban Master, qui lui avait bien pris sur le lean management à l'époque, et me dit, mais pourquoi on ne fait pas simplement du Kanban, on ne fait pas un essai, et donc on prend ce petit pas, cette petite initiative pour en transformer une expérimentation. L'expérimentation devait durer 6 semaines. On est quand même dans un environnement difficile où personne ne souhaitait travailler avec nous, avec les coachs. Elle a plutôt duré 3-4 mois. Aujourd'hui, on est 6 mois post-coaching. Au bout de ces 6 mois, on se dit, une équipe, ça a fonctionné. Les 3 autres ont envie de partager également et de se transformer soit en Kanban, soit en Scrumban. Et surtout, les managers se sont dit, nous aussi, on a besoin d'un accompagnement et d'un coaching, mais plutôt d'un coaching d'équipe et d'un coaching de manager pour continuer d'évoluer sur notre posture. Ici, ce que je souhaitais partager, c'était finalement là de se dire le coach a été adaptable. Il a pris l'équipe avait envie, il a suivi l'envie de l'équipe. Mais là, ça ne fonctionne pas non plus. Donc ma conclusion sur ces 2 exemples, je me dis, mais si on suit l'équipe, ça ne marche pas de façon systématique. Hein. On a bien sûr qu'on a des succès, on n'a pas que des échecs de coaching. Si on impose par rapport à des grilles d'analyse, par rapport à ce qu'on a pu lire un framework, ça ne fonctionne pas. Donc ma première conclusion de ces 2 expériences qui se sont passées plutôt en début 2019, c'est de me dire, mais finalement, ce qui compte, c'est d'expérimenter, c'est d'adapter, c'est de questionner l'équipe, quitte à changer. Au lieu de prendre un framework dans sa globalité, pourquoi pas faire de l'agilité dans notre coaching et prendre juste des petits artefacts, des petits modes de fonctionnement pour les proposer à l'équipe sans se dire on est en Scrum ou en Kanban, on aura le temps de le voir après. Mon dernier retour, c'est sur une équipe qui me tient à cœur, parce que c'est moi qui l'ai accompagnée pendant 3 mois. C'est une équipe de Chief of Staff. Donc à la Société Générale, c'est nos équipes qui font le suivi des ressources, les budgets, les plans. Donc une équipe de jeunes financiers, tous dans des équipes différentes. On l'a même appelé notre virtual team, tellement ils étaient localisés à des points différents. Et donc on me dit, c'est parti, on fait le coaching. Et là, encore en difficulté, je me dis, mais quel framework que leur proposer? Parce que leurs activités sont récurrentes, tous les mois, tous les trimestres, ils doivent rendre des reportings, ou alors top priorisés par le management, et dans ces cas-là, ils devraient rester jusqu'à 22h, point final, pour rendre le boulot le lendemain matin. Et là, sur l'agilité, c'était compliqué. Quel PO? Effectivement, les clients sont leurs managers. Donc là aussi, on est sur une relation qui est un petit peu particulière. Et bien finalement, par rapport à ce coaching, je pense que je voulais vous partager ce coaching un peu de bon sens, toujours d'abandonner les frameworks et de rester uniquement sur le manifeste agile, leur expliquer les valeurs, ce que pouvaient leur apporter ces valeurs-là, et après prendre les bonnes pratiques de chacune des méthodes. Les premières bonnes pratiques, je prendrais plutôt le coaching d'équipe. On a mis un blason, une identité de l'équipe pour vraiment commencer à créer cette équipe qui était virtuelle et dispersée. Et également la mise en place de fonctions déléguées en réunion pour éviter l'effet hiérarchique qui était vite mis en place. Sur le lean management, on a repris le management visuel, les stand-up meetings, mais également le découpage des processus. C'est-à-dire quand on parle d'un reporting de ressources humaines au trimestre, on a été voir l'ensemble des étapes, comment elles se déclinaient. Et finalement, les plus gros exercices budgétaires, aujourd'hui, on est déjà en mode agile avec des points de synchro 3 fois par semaine, des démos clients qui sont les managers. Donc, pouvoir utiliser, grâce à ce découpage, des processus agiles. Et pour la mise en place de l'agilité, on a utilisé des règles de priorisation du backlog, la mise en place de rétrospectives, forcément, et aussi une voice of customer. Désormais, l'équipe va voir ses clients, donc ses managers, une fois tous les 2 mois, pour collecter leur feedback sur les reporting, ce qu'ils souhaiteraient. Et donc commencer à transformer la relation plutôt hiérarchique en relation de partenariat. En conclusion, par rapport à mon apprentissage en tant que coach agile à la Société Générale, et notamment à la direction des infrastructures, c'est de me dire, mais ma responsabilité et la responsabilité de mes collègues coachs, ce n'est pas de déployer tel ou tel framework, et justement on a la chance de pouvoir expérimenter, comme le précisait Guillaume, mais bien d'être là pour faire de l'accompagnement sur mesure aux équipes. Et la seule propagande qu'on doit faire, c'est la propagande du manifeste agile, qui est vraiment simple, en 4 points, et qui doit vraiment participer aussi à la transformation de l'état d'esprit. Et ça, on peut le faire tant qu'on soit sur des équipes de développeurs
qu'on soit sur des équipes d'infrastructure ou alors même sur des fonctions centrales. Par rapport à des produits d'infrastructure, je vais donner la parole à Biliana, ma collègue, qui elle est PO et qui va vous faire un retour d'expérience sur la création d'un produit d'infrastructure. Merci. Alors, à mon étage, tout est à refaire. Nous sommes en pleine rénovation. Je vais vous présenter comment on construit un produit avec peu de moyens, tant qu'on croit et qu'on se bat pour son produit et l'équipe. Donc, pour avoir un peu de contexte, chez Société Générale, on crée un cloud privé et qu'on appelle aussi le cloud platform. On utilise un framework qui s'appelle Agile at Scale, qui permet en fait de réunir plusieurs devs autour d'un objectif commun et de mieux gérer les dépendances. Donc, quand on monte un produit, ce qu'on veut absolument, c'est faire partir de ce projet-là. Pour savoir, on est obligé de passer par 3 boards. Et à la suite de ça, moi, il a été décidé que j'étais tagué enabler. Enabler parce que je répondais aussi bien aux produits pour la plateforme, le cloud platform, que pour le côté traditionnel qu'on appelle aussi automation. Le principal problème de l'automation, personne ne veut y aller là-dessus parce que déjà, on a le budget réduit. Donc, qui dit budget réduit dit équipe réduite. À ce moment-là, j'avais seulement un dev junior qui venait d'arriver à la Société Générale et j'avais un ops qui était en train de se transformer pour être DevOps. Ensuite, on a une dépriorisation. Forcément, on va utiliser des outils qui sont dans le cloud platform. Et si on a des besoins, on est dépriorisé par rapport à leur objectif à eux. Et enfin, la délocalisation. Comme ils travaillent sur un objectif commun, ces équipes du cloud platform se retrouvent en fait tous sur un même plateau. Du coup, nous, on a été délocalisés et on s'est retrouvés dans un milieu purement d'opérationnel. Donc, avec ça, comme on est purement dans un milieu opérationnel, on doit quand même suivre les standards des équipes plateforme, des devs, parce qu'on reste une équipe de devs. Donc là, mes actions en tant que PO lors de la création de l'équipe, tout d'abord, c'était de me battre pour que mon produit il suive un minimum les standards de la plateforme, du cloud platform. Donc, la première chose, c'est j'ai eu la chance d'avoir avec moi un alternant qui m'a suivi lors de la création de ce projet et qui a fait un partage de connaissances. J'ai demandé aux équipes qui étaient dans le cloud platform de faire notre code revue. Et enfin, pour assurer tout ça dans le temps, j'ai demandé à avoir du coaching craft. Le coaching craft, en fait, c'est des coachs qui aident les développeurs à acquérir des compétences et à aider dans les standards implémentés dans la société. Et ensuite, le deuxième point, c'était bien entendu la taille de l'équipe. Parce que si on veut être une équipe Scrum, il faut être à minimum 3. Donc, c'est là que j'ai bataillé pour avoir un deuxième dev. Et j'avais un autre souci, c'était que j'avais qu'un seul ops. Donc, j'ai demandé, étant entourée de plusieurs ops autour de moi, j'ai demandé s'il y avait un ops qui voulait faire du développement, on le forme pour être le backup en cas d'absence. Donc voilà, ça c'était vraiment mes principaux problèmes à régler lors de la création. J'ai eu un autre problème lors de la vie du produit, c'est arrive l'année, début d'année, et là on a les managers qui viennent nous voir, qui nous disent ça c'était les objectifs et tu vas être noté à la fin sur ces objectifs-là. Donc forcément, je prends ces objectifs et j'en fais un peu la roadmap de l'équipe, donc du produit surtout en fait. Et là, gros échec parce qu'on se rend compte en rétro que l'équipe, elle n'a plus de vision de produit, on ne sait plus trop où on va, on fait des petits objectifs par-ci, par-là. Et du coup, y a une perte de motivation. Donc, on décide avec toute l'équipe, cette fois-ci, de faire appel à un coach agile. Et je récupère les inputs des managers, des sponsors, ainsi que des clients. Et là, tous ensemble, on a construit notre roadmap sur le deuxième semestre. Donc là, on a vu une énorme progression en termes de motivation. C'était beaucoup plus facile, même pour moi, pour gérer ma backlog. Donc ça, c'était mon constat par rapport à ça, c'est que c'est difficile parfois entre le management et l'agile de se tenir en fait à l'agile. On peut facilement y dévier. Et finalement, à court terme, on s'est dit dans l'équipe qu'on va faire des rôtis, pas pour noter une cérémonie, mais pour se noter sur un sprint de est-ce qu'on a été agile ou pas sur ce sprint-là. Et à moyen terme, de demander en fait à un coach agile de venir tous les 6 mois pour être sûr
qu'on suive bien les pratiques agiles. Donc, merci au Centre Agile de continuer à nous aider. Merci à toi, Biliana. C'est beau. Bien. La visite de notre maison touche déjà à sa fin. Et là, nous sommes confortablement installés sur le rooftop, un lieu d'échange et de partage, comme peut l'être effectivement notre centre agile. Guillaume nous a présenté comment l'expérimentation permettait effectivement de co-construire une nouvelle organisation. Marion a illustré que l'agilité et les frameworks qu'on mettait en application dépendaient avant tout des équipes et des produits, et que c'était surtout au coach de s'adapter. Enfin, Biliana nous a montré en tant que product owner comment dans une entreprise comme la nôtre, une grande DSI, une grande structure IT, on pouvait effectivement être innovant, construire un nouveau produit avec une équipe et être effectivement dans des pratiques agiles. Toutes ces expériences et de nombreuses autres que nous avons surtout menées dans la DSI des infrastructures IT depuis début 2018 et évidemment que nous continuons encore à mener auprès d'équipes, comme vous l'avez vu, qui ne sont pas nécessairement IT, font qu'aujourd'hui, notre direction, les habitants de notre maison, sont à 1/3 pratiquants de l'agilité au quotidien et dans une logique d'amélioration continue. Avec aussi certaines de ces équipes, nous l'avons un peu évoqué, qui sont déjà passées effectivement dans l'agilité à l'échelle, selon des frameworks bien connus, du SAFe, du LeSS, du Scrum of Scrum. Mais comme on l'a vu finalement, le framework, ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est le sens. Alors effectivement, pas de place dans notre centre agile pour des consultants qui viendraient ici pour nous appliquer des méthodes sans en donner le sens à nos équipes. À notre échelle, ce serait très vite catastrophique. Ce changement de culture, parce que c'est bien un changement de culture dont on parle, n'est possible que par l'intervention effectivement de nos experts, les coachs. Ils interviennent auprès de nos équipes pour faciliter l'interaction entre les membres des équipes, les guider, les questionner vers les voies de l'agilité. Ces coachs qui sont organisés, fédérés dans un centre agile pour intervenir au quotidien, qui sont là pour conduire finalement le changement de nos équipes, les aider à passer à l'échelle, former les différents rôles, faire en sorte que l'on stimule aussi la mise en place de communautés de pratique, accompagner nos managers sur ce changement de posture qui est indispensable, mais aussi communiquer sur nos expérimentations, que ce soit des échecs, ça arrive, ou des réussites. Ces coachs contribuent effectivement à la transformation de notre DSI, au changement de culture. Ils sont là pour ancrer les nouvelles pratiques. Alors je conclurai par le professeur d'Harvard, John Kotter, qui est une autorité sur la conduite du changement et le leadership, qui dans son ouvrage Leading Change décrit 8 étapes pour conduire le changement. La dernière d'entre elles, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, consiste à ancrer les nouvelles pratiques dans la culture de l'entreprise. Et ça, c'est effectivement l'ambition que nous nous sommes donnés en termes de transformation pour notre DSI, avec l'espoir que d'ici 1 an, nous aurons effectivement peut-être la moitié de nos collaborateurs qui seront pratiquants de l'agilité, mais bel et bien dans une nouvelle culture. Voilà, merci de votre attention. Et un grand merci aussi à Mélissa Lenormand, chargée de communication, qui nous a aidés pour monter cette conférence. Voilà.